Bienvenue tout le monde, on est content de vous voir et voir que vous êtes là en grand nombre. Donc, la présentation va être par Rachel Gervais et Pauline Denis de l'Université Laval et va porter sur le recyclage du perméat à la ferme pour un secteur laitier plus durable. Donc, sur ce, je laisserai la parole à Rachel et Pauline avec leur présentation. Merci beaucoup, Simon. Merci tout le monde d'être là. Ça nous fait plaisir, Pauline et moi, d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les premiers résultats, en fait, d'un projet qu'on mène actuellement. En fait, c'est un projet qui est dans l'ambiance Galactinov parce qu'au début, Pauline, c'était une stagiaire postdoctorale ici, mais elle a traversé l'Atlantique, elle a retraversé l'Atlantique, peut-être pas à dos de vache volante, là, mais elle a retraversé l'Atlantique, puis elle est maintenant chercheure à l'INRA, fait que c'est notre première collaboration Galactinov, Pauline, mais certainement pas la dernière. Donc oui, c'est ça, comme tu le disais, Simon, Milky Way du perméa à la ferme pour un secteur laitier plus durable, c'est le titre de ce projet-là. En fait, une petite mise en contexte, là, on le sait, depuis les dernières décennies, il y a des modifications majeures du secteur laitier québécois. D'abord, on fait plus de lait avec beaucoup moins de vaches. On dit qu'on produit 21 plus de lait depuis 1981, de 1981 à 2022, puis avec beaucoup moins de vaches. Mais un aspect important aussi, c'est les modifications des habitudes de consommation. Donc, la baisse de consommation du lait liquide, là, si on veut, du lait 2 on parle d'une baisse de 46 là, dans les 40 dernières années. Ce qui fait qu'on consomme notre lait beaucoup plus transformé. Donc, au Québec, je sais que comparativement à la France, c'est peut-être des chiffres qui sont petits, mais à notre échelle, c'est quand même important. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 611 millions de litres de lait liquide qui sont consommés. Alors que pour le fromage, on parle de 247 000 tonnes, puis 283 000 tonnes sur, attention, je vais le dire, sous forme de yaourt. Et non, ici, on dit yogourt, mais bon. Puis c'est ça. Donc là, quand on transforme tout ce lait-là en fromage, ben, ça occasionne la production de coproduits. Le premier coproduit auquel on pense, c'est bien entendu le lactosérum, qui est souvent le coproduit principal dans les petites fromageries. Mais les plus grandes fromageries, eux, vont aller chercher ce qu'il y a de plus intéressant dans le lactosérum à l'aide de l'ultrafiltration, puis ça donne lieu à d'autres coproduits qu'on appelle perméa de lait et perméa de lactosérum. Donc, c'est quoi l'ultrafiltration? En fait, c'est qu'on filtre, le nom l'indique, là, le lait sur une membrane qui va retenir les protéines qui restent dans le lactosérum. Donc, on parle d'un rétentat. Ces protéines-là vont trouver des débouchés, bien entendu, sur le marché parce que c'est des protéines de très bonne qualité. Puis, ce qui filtre, finalement, ce qui passe, ben, le perméa, c'est ce qu'on appelle notre fameux perméa de lait ou de lactosérum. Je vous expliquerai un peu les différences tout à l'heure. Puis, qu'est-ce qui passe finalement au travers de la membrane? C'est surtout les minéraux, l'azote non protéique et le lactose. Donc, ici, Julien nous a préparé quelques bilans de matière, si on veut. Donc, la première étape, quand le lait arrive à l'usine de transformation pour faire du fromage, les grandes fromageries, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout de suite concentrer le lait pour augmenter ou concentrer la protéine dans le lait pour augmenter les rendements de production. Donc, déjà là, on a une première filtration. Puis, après ça, ben, une fois que le fromage est produit, ben, on se retrouve avec une quantité de lactosérum quand même relativement importante. Puis, ce lactosérum-là va être aussi filtré pour qu'on puisse récupérer les protéines du lactosérum. Puis ça, ben, souvent, ça a un bon débouché, là. Souvent, les sportifs comme Simon, ben, ils peuvent en ajouter dans leur alimentation avant d'aller faire du ski hors piste. Mais ce qu'il faut que vous reteniez ici, surtout, c'est les chiffres qui sont là. Ben, vous voyez, pour 1000 kilos de lait, on va générer, lors de la première filtration, un 170 kilos de perméa, d'ultrafiltration de lait. Puis après, ben, quand on filtre aussi le lactosérum, c'est 640 kilos de perméa d'UF qu'on récupère ou qu'on, je ne sais pas s'il faut dire récupérer, mais on reste un peu pris avec. Donc, ce qu'on voit, c'est que le perméa
typiquement, là, dans une fabrication fromagère, ça représente 81 de la masse initiale de lait. Donc, perméa de lait ou de lactosérum, c'est très, très enrichi en lactose. Ben, le composé principal, c'est bien entendu l'eau, mais il y a beaucoup de lactose. Donc, c'est à peu près 75 de la matière sèche. Puis les différences, là, c'est surtout au niveau de, bon, il y a l'arôme, il y a la composition minérale aussi qui va changer un peu, mais somme toute, c'est des ingrédients qui se ressemblent beaucoup parce que très riches en lactose. Donc, ce coproduit-là, on cherche à le valoriser. Il y a quelques initiatives. Il faut comprendre qu'on transforme à peu près 1,5 milliard de litres de lait par année, ce qui fait que la production, vous pouvez vous imaginer que la production de perméa est très, très importante là, quand on pense qu'à peu près 80 là, de la, la fabrication ou du lait qui est destiné à la fabrication fromagère va devenir du perméa finalement. Donc, il y a quelques voies de valorisation. Le séchage en est une, mais ça a un impact environnemental élevé, puis de plus en plus élevé, puis c'est très peu rentable de faire ça. Il y a aussi des initiatives pour de la biométhanisation, mais encore là, il n'y a aucune création de valeur économique là, qui se fait là. Puis, bien entendu, si on chauffe, si on fait du méthane et tout, ben, on augmente aussi l'impact environnemental. Il y a quelques initiatives aussi. Ben, il y a une initiative assez originale, là. D'ailleurs, mon collègue Julien Chamberlain fait partie de l'équipe qui fait ça. Il développe un procédé pour traiter le bois contre la moisissure à base de perméa de lactosérum. Donc, mais c'est à plus long terme, on comprend que cette application-là à court terme n'est pas disponible. Donc, dans le contexte de la carboneutralité, là, les objectifs de carboneutralité si on veut, les objectifs qui se sont donnés, les producteurs d'être carboneutres en 2050, ben, on pense que c'est peut-être que le perméa d'ultrafiltration, il ne faut pas le négliger dans l'équation. Donc, le perméa, ça a une faible valeur commerciale, puis un coût, comme je viens de l'expliquer, environnemental, qui peut quand même être assez élevé. Donc, nous, dans ce contexte-là, on s'est dit, ben, peut-être dans un contexte d'économie circulaire, ben, on s'est dit peut-être qu'on pourrait utiliser ce coproduit-là, qui est difficile à valoriser, sur nos fermes. Parce que, comme je vous dis, c'est riche en lactose. Donc, est-ce que ce lactose-là ne pourrait pas servir aux animaux comme source d'énergie aux animaux, réduire ainsi l'utilisation des céréales? Puis, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le ratio solide non gras gras? Ça, c'est peut-être, vous êtes peut-être moins familier avec ce concept-là en France, mais les producteurs ici, on leur impose un certain ratio solide non gras sur gras dans leur lait. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact de donner du lactose sur ce ratio-là? Puis, est-ce qu'à long terme, bon, on ne pourrait pas s'imaginer un potentiel de réduction des coûts de transport de toute cette eau-là si, par exemple, le perméa était directement produit à la ferme avant que le lait soit transporté vers les usines? Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on a développé le projet. Le perméa de lactosérum, c'est pas nous qui avons inventé cette utilisation-là là, dans la ration de la vache. Ça a été étudié là, dans les années 60-70. C'était d'ailleurs utilisé pour prévenir la chute de gras du lait, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. Bon, vous le savez, ce n'est pas ici que je vais vous apprendre ça, mais bon, vous comprenez que dans la ration de la vache, il y a des fibres qui sont digérées plus lentement, qui vont servir, bien entendu, d'énergie pour l'animal, mais qui aussi maintiennent une bonne santé du rumen. Les céréales, elles, sont utilisées beaucoup plus pour fournir de l'énergie rapidement dégradable à l'animal, rapidement disponible pour l'animal. Mais il faut faire attention, il faut garder un certain équilibre là, entre les concentrés puis les fibres pour s'assurer que notre humaine reste en santé. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui arrive du perméa de lactosérum? Quand on pense là, du lactose, c'est un glucose puis un galactose, c'est un sucre très, très simple. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le rumen? C'est des questions qui ont été répondues, mais dans le contexte actuel, avec les nouvelles rations qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le rumen puis sur les performances de nos animaux? Ben, comme je vous dis, c'est des questions qui nous intéressent. Donc, on a été voir un peu la littérature, puis ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a différentes études qui ont utilisé du perméa de lactosérum ou du perméa de lait.
même aussi des sucres, d'autres sucres simples. Puis ce qu'on voit, c'est que les résultats sont plutôt mitigés. Il y a des fois, il n'y a pas d'effet. Il y a des fois, ça réduit le gras, le lactose. D'autres fois, ça va augmenter la teneur en gras du lait. Ça peut faire baisser le lait, la production laitière ou la maintenir. Donc, il n'y a pas tant de consensus. Puis, bien entendu, ces résultats-là sont influencés par qu'est-ce que le perméa va remplacer dans la ration, à quel niveau il a été donné et tout ça. Il y a quelque chose, par contre, qui est assez unanime. Quand on regarde ce qui se passe un peu dans le rumen, ben, ce qu'on voit, c'est que généralement, euh, lorsqu'on donne du perméa de lactosérum ou du lactose aux animaux, ben, on voit l'augmentation du butyrate de fermentation butyrique dans le rumen. Donc ça, on le voit à peu près dans toutes les expériences où ils ont mesuré là, les patrons fermentaires là, dans le rumen. Donc, dans tout ce contexte-là, on a développé d'abord, on s'est muni d'une équipe multidisciplinaire. Je vous présente mes collègues ici pour affronter justement les défis économiques et environnementaux des surplus de solides non gras, donc du lactose, dans le contexte canadien. Donc, vous avez ici là, est-ce que vous voyez ma flèche? Non? Non? OK. Pour le moment, Donc, non. en tout Si cas, on la voit pardon? un petit peu, mais il ne faut pas trop bouger, pas Ah bouger oui, trop. oui. OK. Ouais. Donc, en tout cas, vous avez Guillaume Brisson ici, qui est un collègue du département de sciences et technologies des aliments. Lui, c'est notre expert beurre. Keith Plaisier, qui est notre collègue en nutrition animale à l'Université du Manitoba. Là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est le monsieur avec un des messieurs avec la barbe, celui qui est le plus en haut. Vous avez Yvan Chouinard qui est sur fond rouge ici, qui est aussi expert en nutrition de la vache laitière. Éric Paquette qui est notre expert en données massives. Pauline, c'est notre vedette là, qui va vous présenter l'autre partie tout à l'heure. Ici, il y a Daniel Rico, Claude Robert, Filippo Miglior. C'est tous des gens qui travaillent avec nous de façon relativement proche, puis dans plusieurs autres projets aussi. Il y a moi ici, Julien, qui est notre expert fromager, si on veut, notre expert en technologie fromagère. Déborah Senchi, qui travaille pour Lactanet, et Renée Pétry, qui est, elle, notre expert de la microbiologie du rumen. Donc, les objectifs qu'on a dans ce projet-là, c'est d'abord, comme je dis, d'étudier les effets d'un remplacement partiel de l'amidon, soit de maïs, ce qui est des rations qui sont plus typiquement offertes aux animaux dans l'est du pays, ou encore l'amidon de céréales, des céréales, puis dans ce cas-ci de l'orge, en fait, c'est des suppléments qui sont plus utilisés dans l'ouest du pays, donc ici au Manitoba par du perméa de lactosérum, soit sur la digestibilité de la ration, l'équilibre microbien du rumen, puis la production et la composition du lait. Ça, c'est l'objectif que Pauline va couvrir tout à l'heure, va vous présenter nos premiers résultats. On a aussi un autre objectif qui est d'évaluer les effets du remplacement de l'amidon par le perméa de lactosérum sur les propriétés technologiques du lait, parce que quelque chose qui peut être très bon sur les fermes, peut avoir un impact délétère sur la matière première qui est le lait là, pour la transformation fromagère et beurrière. Donc, on va aller voir là, les effets sur la fermentabilité, les propriétés de coagulation, les performances économiques, là, c'est-à-dire les rendements, rétention. Tout ça ici à l'Université Laval avec Julien. Puis, ce qu'on utilise, c'est un modèle on a décidé de prendre un modèle de mozzarella, du fromage à pizza, parce que c'est à peu près la moitié du fromage qui est produit au Québec et transformé en mozzarella, le fameux fromage à pizza. Donc, on a une étudiante à la maîtrise qui travaille sur cet aspect-là. On va aussi aller voir les effets sur la transformation beurrière. Donc, on transforme le lait qu'on produit à la ferme en beurre. Puis on va aller valider certaines propriétés rhéologiques du beurre. Donc, c'est Myriam Landry, que vous connaissez peut-être, là, qui est impliquée dans Hopelet, qui couvre cet aspect-là.
Il y a aussi notre dernière recrue, Miatani, qui va, elle, va étudier l'impact des perméas d'UF, du lactosérum, sur l'écologie microbienne du rumen puis son influence sur la fonctionnalité microbienne. Donc ça, c'est des travaux qui commencent là, dans les semaines qui viennent. On veut aussi identifier, puis ça, c'est par des analyses de cycle de vie, identifier la voie de valorisation du perméa qui est la plus efficiente. Donc, est-ce que, bon, est-ce que la rentabilité de tout ça est avantageuse si on parle de perméa de lait ou de lactosérum? Est-ce que si on génère le perméa en région avant de avant de transporter le lait vers les usines, est-ce que c'est plus efficace comme ça? C'est quoi les facteurs de concentration? C'est quoi les gains environnementaux si on remplace du maïs versus de l'orge? Est-ce que la distance de transport nécessaire impacte aussi ces aspects économiques-là, rentables-là, ou des aspects de durabilité? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Puis quel type de perméa il vaut la peine d'être utilisé. Donc, perméa natif, concentré en poudre. Donc, ça, c'est Julien Chamberlain et son équipe qui va s'occuper de cet aspect-là. Puis, le dernier aspect, ben, on fait ça dans plusieurs de nos projets, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, on se constitue une base de données en spectroscopie infrarouge pour éventuellement être capable peut-être de prédire non seulement la composition fine, mais certaines propriétés technologiques par infrarouge. Donc, tous les résultats ou tous les échantillons qu'on récolte dans ces expériences-là, on soumet-les, là, bien entendu, à une analyse en spectroscopie, puis on va essayer de développer des nouveaux modèles de prédiction des propriétés technologiques du lait. Donc, sans plus tarder, je te laisserai la place, Pauline. Merci Rachel pour cette belle introduction. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la suite de la présentation, moi, je vais plutôt me concentrer un peu sur les effets finalement du perméa de lactosérum sur la digestibilité de la ration, l'équilibre microbien du rumen et puis la production et la composition du lait. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu les premiers résultats que nous, on a eu à l'Université Laval, qui sont plutôt sur la production du lait, parce que comme la phase animale s'est finie à Noël, grosso modo, on n'a encore pas beaucoup de recul. Et puis après, je vais vous présenter un peu au niveau du Manitoba, je ne sais jamais l'ouest ou l'est. C'est l'ouest. C'est l'ouest. Un peu ce qu'ils ont eu, parce qu'ils sont un petit peu plus avancés. Ils ont fait la phase animale un peu avant nous. Donc déjà, pour parler un peu de méthode, on a utilisé des doses identiques finalement au Manitoba et chez nous. Donc on a voulu tester 0, 4, 8 et 12% de la matière sèche à partir du perméa de lactosérum. Donc, ce qui représente environ 0 à 4 kg par jour distribués aux vaches, donc sous forme sèche, hein, pour bien préciser ce que nous, on a utilisé dans notre expérience. Donc, on a utilisé finalement 12 vaches dans un carré latin en 4 périodes, 4 traitements. Donc, on a mis 4 vaches au sein de chaque carré latin. Le dispositif classique qui permet de réduire l'effectif d'animaux et d'avoir une puissance statistique un peu plus importante, parce que finalement, chaque animal est son propre témoin. Et puis, est-ce que tu peux juste revenir sur celle d'avant? Je Et m'excuse. puis, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les mêmes designs qui ont été utilisés des deux côtés. Donc, nous, comme on remplace à l'Université Laval, on remplace vraiment le maïs moulu par le perméa de lactosérum, tandis qu'au Manitoba, il remplace vraiment l'orge par le perméa de lactosérum. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, je vous ai mis là juste un peu la formulation de notre ration à l'Université Laval. Donc, finalement, on a un régime de base qui est un mélange d'ensilage d'herbe et de maïs. On a typiquement du tourteau de soya, du fin gluten, minéraux, vitamines. Et puis finalement, on est venu remplacer point par point le maïs moulu par du perméa de lactosérum, ce qui fait que sur le premier régime, finalement, on a 12% sous forme de maïs moulu, pas de perméa de lactosérum. Et puis on arrive sur notre dernier régime à 12%. Là, on a réussi à remplacer intégralement le maïs moulu par notre perméa de lactosérum. Donc, basiquement, on l'a dit tout à l'heure, notre design, c'était des carrés latins, donc en 4 périodes avec des périodes de 21 jours. Donc, dans ces périodes de 21 jours, on laisse 14 jours aux animaux pour s'adapter au régime. Et puis ensuite, on procède à une collecte d'un certain nombre d'échantillons pendant les 7 derniers jours. Donc, cette fameuse semaine de collecte, elle était organisée un peu de la sorte, c'est-à-dire qu'on avait d'abord plutôt des prélèvements qui étaient liés à la récolte du lait pour la transformation donc en beurre et en fromage.
Et puis finalement, la fin de la semaine était vraiment conservée pour tout ce qui était mesures de consommation volontaire de matière sèche par les animaux, l'évaluation de leur poids, des mesures donc de paramètres dans le rumen, de digestibilité de la ration, et puis également la production et composition du lait, ce que je vais vous présenter un peu plus dans les résultats. Donc tout d'abord, brièvement, ce qu'on a pu voir finalement, c'est on n'a pas trouvé de lien ni linéaire ni quadratique entre notre niveau d'apport de perméa et puis notre matière sèche. Par contre, on a vu une diminution linéaire de la production laitière avec le niveau de perméa, tandis que le gras et les protéines, elles, augmentent. Et au niveau du lactose, on a vu une diminution quadratique à la fois de sa teneur et de la sécrétion, tandis qu'au niveau du gras et des protéines, on n'avait pas de différence sur la sécrétion. Donc, ce qui fait qu'au final, vu qu'on a une production laitière qui diminue, mais des protéines du gras qui augmentent, bah, on se retrouve avec un lait corrigé pour l'énergie et un lait corrigé pour le gras qui n'est pas différent entre les traitements. Et puis, un aspect assez intéressant, comme on discutait tout à l'heure, Rachel, sur le fameux ratio de solide non gras sur gras, eh bien, on a pu observer finalement qu'il y avait quand même un effet linéaire pour sa diminution avec le niveau de perméa de lactosérum, qui semble plutôt s'expliquer finalement par le fait que c'est notre gras qui augmente, tandis que nos solides non gras ont tendance à se maintenir. Ensuite, un autre aspect intéressant, c'est le bêta-hydroxybutyrate du lait finalement. Donc, on est forcément très en attente d'avoir notre profil fermentaire dans le rumen, le butyrate, etc., pour voir si finalement il a augmenté comme dans un grand nombre de publications qu'on voit dans la littérature. Mais déjà, on peut voir que dans le lait, on a une augmentation quadratique de notre bêta-hydroxybutyrate du lait avec le niveau de perméa. Et puis enfin, on a essayé de regarder à partir des premières données qu'on a un peu les efficiences laitières en les exprimant sous diverses formes. Donc, on peut remarquer qu'au niveau de l'efficience basique exprimée à partir de la production laitière et la matière sèche ingérée, on voit qu'on a plutôt une diminution finalement de cette efficience qui s'explique finalement par le fait que notre production laitière diminue et notre matière sèche ingérée ne varie pas. Mais par contre, après, quand on se rapporte vraiment au lait corrigé ou au lait corrigé pour l'énergie ou pour le gras, il semble y avoir quand même moins d'effet finalement. Donc ça, c'est un peu nos résultats qu'on a actuellement, donc uniquement sur des données plutôt liées à la production, enfin ingestion, production et composition du lait. Donc dans l'Ouest canadien, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils ont remplacé l'orge par le perméa, ils sont un petit peu plus avancés dans leurs données puisqu'ils ont mené leur essai avant nous. Donc ce qu'ils ont pu voir, à la différence de nous, c'est qu'eux, ils ont observé un effet vraiment sur leur ingestion, qui est plutôt une augmentation de l'ingestion avec le niveau de perméa. Contrairement à nous, ils n'ont observé aucun effet sur la production laitière. Et par contre, de la même manière que nous, une augmentation du gras qui est plus marquée dans leur ration à eux. Protéines, ils n'ont rien visualisé. Le bêta-hydroxybutyrate, de la même manière que nous, une augmentation quadratique. Et puis sur des données que nous, on n'a pas encore, pH ruminal, ils n'ont pas trouvé d'effet, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on observe quand même dans la littérature. Et puis le butyrate, ce fameux butyrate, eux, ils peuvent confirmer la littérature puisqu'ils ont vu également, eux, qu'il augmentait avec le niveau de perméa lactosérum. Donc pour voir un peu ce qui reste à venir dans ce projet, finalement, dans les analyses qui nous restent à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va s'agir d'analyser un peu la digestibilité de la ration, de voir un peu comment notre perméa de lactosérum il influe sur la digestibilité de la matière sèche, de la matière organique, des fibres, de l'amidon ou des sucres solubles dans l'eau. Le rumen, on attend fortement toutes les analyses liées donc au pH, le profil fermentaire, les acides gras volatiles et puis un peu l'ammoniac aussi pour pouvoir relier ensuite avec nos bilans d'azote, hein. Donc, une fois qu'on aura analysé toutes nos matrices, on pourra aussi faire notre bilan d'azote et pouvoir évaluer notre partition de l'azote. Et puis, au niveau du lait, ça sera intéressant aussi d'aller voir le profil en acides gras du lait, en particulier en lien avec ce butyrate, par exemple. D'étudier aussi les fractions azotées et les minéraux. Et puis, enfin, les analyses de sang vont nous permettre aussi de faire un schéma un peu complet, finalement, du métabolisme de la vache avec des analyses assez classiques d'acides gras non estérifiés, glucose, bêta-hydroxybutyrate et l'urée du sang aussi. Et donc, pour conclure un peu brièvement sur ces premiers résultats, il semble quand même avec les premiers résultats qu'on n'ait pas d'effet vraiment négatif sur les performances de nos vaches laitières, hein. On a plutôt une teneur en gras et en protéines qui augmente, des laits corrigés finalement qui ne sont pas différents,
Et puis, ce ratio solide non gras sur gras qui diminue, c'est plutôt un résultat intéressant pour nous et pour les filières. Et puis, comme je l'ai dit, on attend forcément nos résultats des autres matrices, etc., pour avoir un peu un schéma global de l'utilisation du perméable. Puis ça permettrait peut-être aussi d'arriver à voir, quand on aura tous les résultats, quelle dose semble optimale pour favoriser un certain nombre de paramètres. Voilà, merci à nos partenaires et puis merci pour votre écoute. Merci pour la présentation. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. J'en avais peut-être. Alors, Ah ben, Mariana, d'abord, oui. Je Ah, pense qu'elle Mariana, applaudit. ah, Oui, 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 pas de questions. C'est Il y a très Marion. intéressant. Marion, je pense qu'elle avait une question. Oui, c'est bon. Oui, OK. bonjour à tous. Merci pour cette présentation, Rachel et Pauline. J'avais une question par rapport à Est-ce qu'il y a en complément de ces analyses-là des analyses sur comment se comporte un peu le tube digestif de la vache laitière qui est amené à ingérer ces perméas, sachant que en fait, avec Pierre Lacasse, on avait mené des études sur l'effet du lactose sur l'épithélium mammaire, au niveau des cellules épithéliales mammaires. Et on avait vu que le lactose était capable d'induire une ouverture des jonctions serrées. Et donc, je me demande si ça pourrait pas avoir des effets un peu néfastes sur l'épithélium digestif. Et donc, est-ce que vous avez pensé à faire ce type d'étude aussi au niveau de l'intestin de la vache laitière? Ben, la question est intéressante. Non, on n'a pas prévu, ben, on n'a pas prélevé de biopsie du tissu ruminal, là, si on veut. On va avoir des études, là, certainement, on va aller voir les effets sur les populations microbiennes, là, assez extensives, mais on n'a pas, non, on n'a malheureusement pas d'échantillons là, mais c'est intéressant par contre. Mais on a d'autres études qui s'en viennent avec le lactose, fait que j'en prends bonne note, Marion, avec la vache canadienne, puis la vache Holstein, fait qu'on va. On a eu la confirmation du financement hier, fait qu'on va peut-être D'accord. rajouter des biopsies, c'est une bonne idée. Mm. Ok, super. Merci. Pierre, tu avais une question? Oui. Je trouve ça très intéressant. La seule chose, je me demande si la vache, c'est la bonne espèce pour valoriser le mieux. C'est drôle. Euh, Je penserais plus au porc que ouais, je peux. surtout le porc en engraissement qui a encore la lactase. Lui, il peut valoriser directement le lactose plutôt que de le fermenter et Mhm. font perdre une bonne partie de sa valeur. Puis ça ne débalancera pas normalement il n'y a pas de rumen, donc il n'y a pas de rumen à débalancer. Non. Ben oui, je comprends très bien je comprends très bien ton point, Pierre. L'idée, nous, c'est plus à long terme ce qu'on voyait parce que dans le fond, cette idée-là est arrivée du fait que j'ai discuté avec Julien, puis on s'est dit, mais c'est fou l'eau qui est transportée sur nos routes quand on pense au transport du lait. Puis quand tu regardes, je pense que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, là, ils ont déjà il y a des camions qui permettent la préconcentration du lait à la ferme. Fait que c'est plus dans cet aspect-là. Fait que là, si la ferme, elle a des cochons, ben, tant mieux, là. Mais habituellement, une ferme laitière va avoir des vaches. Fait que c'est plus dans cet aspect-là parce que je suis d'accord que si tu arrives pour donner du perméa de lactosérum en poudre à une vache, je pense pas qu'il y a de gain économique. Ben, peut-être dans l'Ouest canadien, là, où là, tu vois qu'il y a vraiment, ou si tu remplaces l'orge par le perméa, là, tu vois vraiment qu'il y a une augmentation du taux de gras, ce qui n'est pas le cas quand tu remplaces le maïs. Quand même, on a des efficacités alimentaires qui se comparent, là, disons ça comme ça, mais c'est vraiment dans l'idée de pouvoir réduire le transport puis d'utiliser sur place le perméa qui serait produit, là. Merci. Pierre? alors, c'est une question très naïve de Béotien.
si j'ai bien compris, le perméate lactosérum, quand vous l'avez distribué, il était sous forme liquide ou sous forme déshydratée? Non, nous, c'était la preuve de concept là, au départ. Fait D'accord, que nous, on l'a utilisé de façon solide, mais clairement, puis je sais que Renée, elle l'a donné à des animaux en transition, là, des animaux très, très fraîchement vêlés, puis un peu avant le vêlage, là, elle l'a donné sous forme liquide. Donc, il y a différentes formes, mais là, la première étape, c'est si on avait eu des performances catastrophiques, on aurait arrêté ça là. Mais là, maintenant qu'on sait que bon, ben, il peut peut-être avoir des avantages, là, ça va être de voir comment on pourrait le donner plus efficacement, mais pour la preuve de concept, on l'a donné solide. d'accord. Parce que là, je me posais la question de l'impact que ça pouvait avoir sur la consommation d'eau Mhm. par les animaux si c'était administré sous forme liquide. Il y en a qui le donnent effectivement dans l'eau, puis les animaux la boivent, l'eau, très bien, là. Mais ça, on ne l'a pas fait là, dans le cadre ce sera nos prochaines étapes, disons ça comme Ok. ça. Simon? J'avais aussi une question qui est peut-être un peu naïve, puis après ça, je voyais qu'on en avait une dans le chat aussi de José. Mais là, je sais que vous l'avez utilisé sur des vaches adultes en lactation, puis ben, on a toujours un risque de faire des modulations de leur lait avec ça. Est-ce que ça pourrait être envisagé d'utiliser plutôt sur les animaux en croissance ou c'est simplement qu'ils n'ont pas des besoins énergétiques suffisants pour supplémenter de cette manière-là? Je pense Ben, au non en lactation. ben, tu sais, c'est sûr que si tu donnes pas de maïs à tes animaux en croissance, ben, il n'y a peut-être pas d'intérêt à donner du perméa nécessairement. Euh, Par contre, oui, il y a risque de moduler, mais à date, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est plutôt là, on est à des doses extrêmes, là. 12%, c'est énorme, surtout si on le donne sous forme liquide, là, parce que là, ça fait des gros, gros volumes. Il y a une limite à ce qu'une vache peut consommer sous forme d'eau. Ouais. Mais tu sais, pour ce qui est de la vache laitière, ça semble être plutôt positif là, au niveau de Il y avait la une question. modulation de la composition du lait. Il y avait une question dans le chat de José qui demandait est-ce que la dose de perméa aurait un effet sur l'insulinémie? Cela pourrait expliquer une modification de l'efficience de conversion de DMI en lait par une réorientation des nutriments vers les réserves corporelles. Oui, ben là, pour l'instant, je peux pas répondre à cette question-là, mais certainement qu'on a tous les échantillons pour Pour le regarder faire. ça, là. Ouais, ben, ou en tout cas avoir une partie de la réponse. Bon, ben, super. Ben, merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant. On Merci à vous. On va. viendra vous présenter les résultats plus complets dans Parfait. une autre rencontre. Ça fonctionne. Merci.